des soldats épuisés qui parfois reviennent à la vie civile dans des conditions très difficiles. C'est la rencontre qu'a faite Charlie Nurel avec Vincent Wartner et Anton Bondarenko. Notre envoyé spécial a précisément rendu compte dans son reportage, on va le voir, de ce très difficile retour de la guerre. Ces drapeaux rendent hommage aux soldats morts au front. Boris hésite, puis plante ici un énième étendard. Celui-là symbolise son frère d'armes, tout juste tombé au combat. À côté, les mascottes touristiques alpaguent les passants pour une photo souvenir. Deux mondes irréconciliables. Quand j'ai commencé à combattre, j'ai décidé de les mettre de côté. Je ne combats pas pour ces gens-là, je combats pour mon pays. Kiev a la vie presque normale. Résilience vitale pour certains, indécence pour d'autres. Dans ce café en ébullition permanente, la jeunesse y a ses habitudes tiraillées entre culpabilité et volonté de vivre un quotidien ordinaire. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés et on peut aussi le comprendre si on se place du point de vue individuel. Je veux pas jouer le héros, j'ai peur de la mobilisation comme tout le monde. Il y a quelques mois, Sacha était en première ligne face aux Russes. Pour lui, le front est synonyme d'enfer. Pourtant, lors de son retour, l'obsession d'y repartir, tant la vie menée à Kiev lui était insupportable. C'était très dur. Maintenant, ça va un peu mieux. Dieu merci, les gens ont cette chance de pouvoir se promener comme ici, mais il y a cette impression que pour eux, la guerre n'existe pas. Sacha nous montre un lieu très prisé par la jeunesse dorée de la capitale. Ici, où plus rien ne semble exister, ébranlé, le soldat quitte les lieux sur le champ. C'est le choc, la panique. Je ne sais pas comment expliquer tout ça. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre. C'est un autre monde. C'est comme si j'étais dans une jungle. Mais lorsque Kiev s'enfonce dans la nuit, les habitants plongent dans l'angoisse. La menace des frappes russes rappelle que la guerre n'est jamais loin. Voilà, reportage signé Charlie Nurel, Vincent Wartner et Anton Bondarenko. C'est une évidence, une lapalissade, je ne sais pas comment on peut le dire, mais pourtant c'est extraordinairement réel. Quand on est en guerre, les hommes qui reviennent du front sont profondément transformés. Oui, c'est vrai, des opérations en général, ça on le connaît, les effets du post-stress, post-traumatique, mais on est déphasé. Moi, j'ai connu ça aussi, comme tous ceux qui sont partis sur des différents théâtres d'opération. Et c'est vrai que ça paraît décalé, mais d'un autre côté, si vous voulez, ces soldats, ils se battent aussi pour que leur pays vive en liberté et pour que les jeunes puissent profiter de la vie. Donc, il y a ce décalage, il est naturel. Simplement, là, vraiment, comme Jean le disait, il y a un sentiment d'urgence pour relever ces soldats. Enfin, les conditions, il l'a expliqué, hein, les conditions du front sont terribles. C'est des soldats expérimentés qui sont tombés quand même, qui ont été décimés, des unités qui ont été décimées. Je ne sais pas comment M. Zelensky va réussir à motiver des troupes suffisantes. Et ça prend du temps. Je suis un peu surpris que ça n'ait pas été lancé avant, parce que ça, c'est vrai. On parle beaucoup des munitions, et c'est à juste titre, hein, mais les hommes, il faut qu'ils soient là, enfin, il faut qu'ils soient au front. Hein. Mais ça a été lancé, mais la Rada bloque, c'est ça le problème. Ah oui, 4000 amendements. 4000 amendements ont été déposés. Oui, mais c'est de la trahison, en quelque sorte. C'est une trahison parlementaire. En Ukraine. Et ils ont peur, mais la peur est mauvaise conseillère. Ils ont peur, mais il faut mobiliser les Ukrainiens. Ils n'ont pas d'autre solution. C'est pas nous qui allons apporter ce soutien. D'ailleurs, il y a une enquête intéressante de nos confrères du Monde sur la peur des enrôlements. Vous l'avez lu peut-être, des enrôlements illégaux. C'est-à-dire qu'on n'est même pas, c'est pas quelqu'un qui doit être mobilisé et qu'on va chercher parce qu'il est réticent et réfractaire. C'est illégal. Parfois, les Ukrainiens procèdent à des formes d'enlèvement.
Et c'est très impressionnant. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, comme vous le disiez, il y avait une volonté de la part de ceux qui se battaient sur les lignes de front de protéger le mode de vie de Kiev notamment. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup quand on allait en Ukraine, les gens disaient oui, mais moi je me bats pour que justement, comme les images qu'on vient de voir dans le reportage, on puisse prendre des cafés, aller dans des boîtes de nuit et vivre normalement. Sauf que sur la durée, ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir aussi longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, ceux qui sont sur la ligne de front depuis 2 ans, ils aimeraient bien aussi de temps en temps pouvoir aller prendre un café à Kiev. Et le patriotisme incroyable et la résilience incroyable dont ont fait preuve les Ukrainiens ne peut pas durer éternellement. D'où, effectivement, cette panique d'un certain nombre de jeunes qui maintenant essayent d'aller se planquer dans différentes régions, notamment dans les Carpates, parce qu'ils ont peur de ces enrôlements illégaux. Ils prennent des avocats, parce que, y compris des gens qui étaient réformés d'une certaine manière pour X ou Y raison. Souvenez-vous, au début, on disait, par exemple, Zelensky disait, il faut que les profs restent dans leur lycée, dans les universités, tout le système doit être maintenu. Aujourd'hui, il y a des profs qui se font arrêter, effectivement, à des checkpoints ou dans des bus, et qui sont obligés d'aller chercher des avocats en disant, mais attendez, on nous a dit qu'on n'allait pas partir au front. Mais la fatigue des peuples face à un effort de guerre extraordinaire, normal. On peut aussi le comprendre. C'est vrai que c'est un frein, sans doute, à la capacité de résister sur le front. Mais on comprend. C'est le défi de Zelensky depuis le départ. C'est deux chapeaux, en quelque sorte. Préserver la souveraineté de l'Ukraine à tout prix, et préserver sa population. Et là, il est vraiment pris au sein de ce dilemme. Là, c'est vraiment la différence aussi entre le temps de guerre en régime autoritaire et dans une démocratie. C'est-à-dire que vous voyez bien que on voit exactement la même chose d'ailleurs qui se passe en Israël avec les religieux, qui normalement ne doivent pas aller combattre et qui en ce moment on est en train de les ramener un peu dans les rangs en disant bon, vous n'êtes pas si religieux que ça, vous avez peut-être fait quelques études pour devenir rabbin, mais vous n'êtes pas rabbin, donc maintenant il faut aller servir dans les rangs. Et en fait là, en temps de guerre, c'est compliqué de laisser de côté un arrière qui fait la fête, et on le voit exactement en Israël, c'est exactement la même chose avec ceux qui sont en train de combattre et ceux qui sont en train de faire la fête à Tel Aviv. Il y a vraiment 2 mondes, et ça a toujours été comme ça en temps de guerre. Maintenant, c'est aussi un travail de faire comprendre aux Ukrainiens pourquoi ils se battent, et d'essayer de revigorer un peu cette jeunesse ukrainienne qui ne veut pas aller combattre pour le moment.